je me présente, donc Christophe Alanic, moi je suis responsable à la Chambre d'agriculture. Donc voilà, j'ai deux équipes, donc conseil entreprise installation dans le Finistère et transmission en Bretagne. Et donc je vais aborder avec vous le thème voilà, de la révolution démographique. Donc un thème très vaste. Alors moi je suis bien placé pour en parler parce que moi ça fait 100 ans que je travaille à la Chambre d'agriculture. Je sais, je ne le fais pas, merci d'avance. Donc voilà. Alors moi j'ai commencé à travailler donc, dans ma campagne, voilà, à l'Oyuec, dans le canton de Callac. Donc voilà, il y avait effectivement à l'époque, il y a 100 ans, 1000 habitants. Il y avait donc 50 exploitations agricoles. Et des fois j'allais à Rennes, il y avait 83 000 habitants. Aujourd'hui, l'Oyuec, c'est donc 250 habitants. Les exploitations agricoles se comptent sur les doigts de la main. Et Rennes, bon, c'est pas un scoop, c'est 226 000 habitants intramuros. Je ne parle même pas de l'agglo. Qu'est-ce qui a donc bien pu se passer pour qu'on en arrive là? Et bien voilà, je vous mets... Voilà. Et bien tout d'abord, il y a eu ce qu'on appelle les aspects réglementaires. Effectivement, il y a eu des impacts réglementaires qui ont impacté les structures agricoles et donc la démographie agricole. Il y a eu par exemple les aides au départ en pré-retraite qui ont permis aux jeunes de s'installer, à restructurer les exploitations et puis aussi, bien entendu, donc à agrandir les exploitations. Il y a eu aussi la mise aux normes. Moi-même, en tant que conseiller, j'ai accompagné les agriculteurs pour faire des PMPOA. Mais tout le monde n'avait pas les reins assez solides pour faire ces investissements qu'on appelait à l'époque improductifs. Le bien-être animal, les attentes sociétales font qu'aujourd'hui, quand on sillonne les campagnes, il y a des bâtiments vides à l'abandon ou qui ont changé de destination. La PAC et ses différentes réformes, la mise en place des quotas laitiers et l'arrêt, les remembrements, tout cela a été impactant pour l'agriculture et pour le monde agricole. Les agriculteurs se sont aussi modernisés. Je vous rappelle quand même qu'on est passé en 100 ans du cheval au tracteur, de la crèche à la stabulation. La polyculture élevage a permis d'augmenter la matière organique des sols. Les terres pauvres bretonnes sont devenues fertiles, riches, on a produit. J'ai vu naître également plein d'organismes depuis 100 ans. Les banques, les centres comptables, les coopératives. Ce qui fait qu'en 100 ans, nous sommes quand même passés d'une société agricole qui était en quasi-autarcie à une agriculture productive qui nourrit les villes qui sont en croissance constante et en plus on a réussi à exporter. Alors moi, de mon côté, j'ai mis en place des PAM, des plans d'amélioration matérielle. Alors en production porcine, en vache laitière, en aviculture de chair aussi. Parce que oui, à l'Oyuec, dans le canton de Callac, il y avait Garlesquin qui était à côté de l'usine Tilly. Elle avait des besoins. On a tous dû se former, conseiller comme agriculteur. En ça, c'était vraiment une véritable rupture également. Je me souviens encore, à l'époque, un voisin disant d'un autre, mais il va doubler sa production, il va dans une production nouvelle, et en plus, il doit aller à la banque pour aller chercher du financement. Alors on disait en breton, mais « Et Mzozode, il est fou !» Vous comprenez bien que son exploitation n'est plus là aujourd'hui. Il y a eu aussi également ce que je vais appeler les grandes vagues, les grands départs. Alors André citait tout à l'heure en ouverture la guerre, évidemment. Bon, il y a plus de 100 ans la première, mais ça a créé des traumatismes très profonds dans le monde agricole, dans le monde rural. On disait du sang et des larmes, enfin en breton encore, « Gua dans le doiri », plus jamais ça. C'était très impactant. Autre phénomène, l'exode rural et les 30 glorieuses. Alors, au tout départ, il y a 100 ans, dans le canton de Callac, il était de coutume que l'aîné hérite de l'exploitation. Ça allait de soi, c'était une évidence. Mais durant les 30 glorieuses, tout cela a bien changé. Les premiers de la portée allaient chercher une meilleure situation ailleurs, souvent à la ville et tout le temps dans d'autres domaines d'activité. Et c'est le dernier qui héritait l'exploitation, parce qu'il fallait bien perpétuer l'exploitation familiale. C'est là qu'on a commencé à parler du renouvellement des générations. Le thème est apparu. C'est là aussi, à partir des années 80, qu'on a commencé à mettre en place des aides à l'installation pour inciter à s'installer. Nos métiers ont complètement changé. Parce que c'est là aussi qu'a commencé l'histoire qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Premier exemple, les HCF,
hors cadre familial. Quelqu'un venait reprendre l'exploitation, mais il n'était pas dans le cercle familial. C'était perturbant, c'était troublant. Aujourd'hui, ce sont la majorité des installations. Encore plus fort, les NIMA, les non-issus du milieu agricole. Rendez-vous compte, quelqu'un qui vient sur un territoire qui n'est pas du sérail agricole, qui n'est pas du coin, vient reprendre l'exploitation. Alors les gens du coin disaient, mais depuis les routes, d'où tu es? Qu'est-ce qui vient foutre celui-là, se salir les mains dans la terre et du fumier, alors qu'il pourrait avoir une bonne place ailleurs? Aujourd'hui, ce sont 45% des installations. Autre révolution majeure, la place des femmes. Quelle évolution, mais que le chemin fut long. Alors ça a commencé par le statut de conjointe collaboratrice. Bon, histoire de donner un statut, mais il ne fallait pas payer trop de MSA tout de même, il ne fallait pas exagérer. Nous, conseillers, quand on allait dans les exploitations, on ne regardait que les maris. Quand la femme était seule, c'était « mais il est où le patron ?» Nous avons tous changé, car aujourd'hui ce serait « messe dehors ». Et on est bien d'accord. Évolution du salariat aussi. Aujourd'hui, quand je conseille un agriculteur de prendre un salarié, je dis que ça va lui permettre de maintenir son équilibre économique, sa structure, qu'en plus, il pourra plus facilement partir en congé, en week-end, qu'en plus, il aura peut-être dans son salarié son futur associé, et qu'en plus, c'est peut-être lui qui va reprendre l'exploitation. Les courbes se sont croisées il y a quelques années déjà, je pense. Il y a plus de salariés agricoles que d'exploitants agricoles. Tout ça pour vous dire tout de même qu'en termes de transmission agricole, en 100 ans, nous sommes comme passés d'un héritage subi à un entrepreneuriat choisi. La population agricole a aussi changé. Il y a 100 ans, quand je me baladais dans ma campagne, tous les agriculteurs faisaient à peu près la même chose. Quelques vaches, quelques cochons, un peu de terre. Maintenant, quand je me balade dans mon coin, il y a un éleveur de porc qui a 4 salariés. J'ai quelqu'un qui fait la monotraite et qui travaille que le matin. J'ai un maraîcher qui vend ses produits au marché. J'ai un voisin qui a 30 hectares de céréales et qui est salarié par ailleurs. Tout ça pour dire qu'en 100 ans, nous sommes quand même passés d'une communauté agricole à un phénomène d'archipélisation de l'agriculture, tant en matière de production que de profil. La population rurale a aussi changé. À l'époque, il y a 100 ans, je me souviens, tout le monde connaissait tout le monde. Et tout le monde avait un lien avec l'agriculture, de par sa famille ou de par sa fonction. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu de manière standard les néo-ruraux, les choses ont changé. Le débat sur, on va dire, la cohabitation, la coexistence est sur le devant de la scène. Les nuisances, les constructions de bâtiments, il y a des choses à inventer là encore. Et demain, quel avenir, quelle démographie pour la population agricole qui vieillit? Quelles vont être les opportunités dans un monde qui vieillit aussi? Je rappelle qu'en Asie, on fait beaucoup moins d'enfants, par exemple. La France vieillit également. Est-ce que le progrès technique va permettre de maintenir une région bretonne forte en agriculture? Est-ce que les projets de territorialisation de l'agriculture vont apporter un renouveau démographique? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux services pour l'agriculture? Est-ce que les nouveaux profils vont justement apporter du renouveau? Quels sont les changements qui vont arriver et qu'on ne connaît pas encore? Et demain, quelles compétences pour les agricultrices et agriculteurs? Et comment la Chambre d'agriculture va innover et accompagner tout cela? Merci. Applaudissements pour Christophe. Bravo. Bravo à vous, un vrai seul en scène. J'avais dit à certains, ça peut être un one-man show ou un one-woman show. Vous nous l'avez fait, Christophe. J'appelle à me rejoindre celui qui est convaincu qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Didier Lucas, président de la Chambre du 22 et vice-président de la Chambre régionale, que l'on peut applaudir. Elle a décidé, avec une associée femme comme elle, de créer son exploitation, enfin son élevage pondeuse
poule pondeuse plein air, Hélène Laurique, que l'on peut applaudir. Plus que jamais, il va insister sur le rôle du conseiller au moment où un cédant veut céder auprès d'un jeune ou peut-être d'un moins jeune, son entreprise. J'appelle Jérémy Choquet, secrétaire général des jeunes agriculteurs de Bretagne. Prenez place, s'il vous plaît. Merci pour eux. Mais avant cela, nous inaugurons avec vous, madame et messieurs, cette petite séquence donc en écho à chaque fois au TEDx, à la présentation qui est faite, telle qu'on vient de la voir avec Christophe Alanick. Mais avant cela, en images, des hommes et des femmes que vous allez reconnaître, mesdames et messieurs. Je vous laisse les découvrir. On a eu l'arrivée progressive d'installés qui n'étaient pas d'origine agricole. Et donc ça a été un changement et ça a été quelque chose de tout à fait bénéfique. Pour au moins deux raisons, parce que numériquement c'était important, il n'y avait pas assez de renouvellement à travers les enfants d'agriculteurs, c'était une ouverture à travers effectivement des gens qui venaient d'autres milieux. Une exploitation agricole se conduit plus tout seul, enfin c'est compliqué d'être tout seul, parce qu'un paysan aussi a besoin, comme chacun, de week-ends, de vacances et de compétences. Et on ne peut pas non plus avoir toutes les compétences réunies dans une même tête. Donc quand on est dans les formes sociétaires, type GAEC, qui est aussi maintenant une forme d'exploitation chez nous très développée, c'est là où on peut se compléter ensemble. Un se spécialise davantage sur les techniques d'élevage, l'autre sur l'agronomie et que sais-je, ou d'autres sur la commercialisation. Ils sont là aussi pour faire vivre aussi une entreprise, parce que ça devient une entreprise. On va avoir des jeunes qui peuvent être intéressés par, travailler dans l'agriculture, avec des attentes assez fortes, en termes de libérer des contraintes, en élevage, mais je ne veux pas plus d'un week-end sur 3 de permanence, je veux 5 semaines de congé, même comme agriculteur. Il faut voir comment les élevages, comment on doit les adapter. Il y a sans doute plusieurs solutions, mais si on n'essaie pas d'y répondre, on va encore se dépeupler encore plus rapidement. Le fait qu'on doit écouter ce qui nous est demandé. On doit l'intégrer. Du coup, on est aussi peut-être plus innovant, qu'on va vers de l'innovation. Parce que l'attention qu'on peut avoir à ce qui est demandé, elle a un impact direct sur comment on fait notre travail, comment on le conçoit, comment on le projette dans l'avenir, avec aussi son cadre, des fois, qui dit que c'est peut-être pas ma génération à moi qui va le faire, mais peut-être que mes repreneurs, ils vont le faire autrement, et tant mieux. Voilà, il y aura à chaque fois comme ça des prises de parole qui donc ouvriront nos échanges, mesdames et messieurs. Didier Lucas, donc je vous citais, vous êtes convaincu qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités, vous êtes on ne peut plus conquérant pour les 100 ans à venir. N'oublions pas que c'est un petit peu quand même l'humeur de cette soirée, Didier Lucas. Vous le dites, mais non, il y a moins de pression qu'il y a 20 ans avec ce message, mais changez même de production si vous le voulez. C'est le message que vous adressez à tous jeunes ou créateurs qui voudraient se lancer dans votre métier. Bonsoir à tous. Oui, effectivement. Je suis un peu jaloux de Jérémy, qui est à côté. J'aimerais encore avoir 20 ans. Ah oui, c'est le junior. Donc, il a des articulations, pour revenir sur le thème, qui sont jeunes. Et quand je vais dans les lycées agricoles, désolé pour Sébastien, mais je pense que la meilleure région pour s'installer en agriculture, c'est la Bretagne. Il n'y a pas d'autre région. Faites-vous plaisir, mesdames et messieurs. C'est filmé et ça sera après découpé, donc il y aura du buzz. Je vois parce que les GIA sont très beaux, beaucoup plus beaux que nous quand on s'est installés. Ça, c'est une vérité. C'est votre quart d'heure. Mais c'est son quart d'heure. Et effectivement, non, je vais aller plus loin que ça. Plus loin que ça, pourquoi ? Parce qu'on a une météo, comme l'a dit André tout à l'heure, on a une météo bénie des dieux. Les meilleurs producteurs de biomasse, ce sera la Bretagne. Que ce soit pour l'élevage, que ce soit pour, j'ai envie de dire, l'énergie. Même si moi, je conforte et je dis certainement, il faut absolument que la production d'énergie en Bretagne soit complémentaire de l'élevage. Sinon, on sera beaucoup moins nombreux et là, on aura quelques soucis. Mais j'ai envie de dire, 50% des exploitations vont céder leurs mains. Ils vont changer de main. Les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, sincèrement, ils ont toutes les opportunités qu'on n'a pas eues depuis 50 ans. Donc, premier message à faire passer. On n'a pas eu la pression foncière. Ils peuvent restructurer les exploitations, choisir leur production. C'est des choses que l'on n'a pas eues depuis un moment. Tout à l'heure, il y a un qui a dit
c'est l'aîné qui reprendra la ferme, ou c'est on était un peu forcé à certains moments de reprendre l'exploitation, selon la position familiale. Aujourd'hui, c'est des gens qui arrivent d'ailleurs, c'est vraiment un choix. Et je dis aux élèves, quand je vais dans les lycées en BTS, ne regardez pas l'exploitation de vos parents, regardez ce que vous voulez produire, la production que vous voulez faire. Vous avez le choix de prendre et de restructurer nos vieilles exploitations et de gagner en compétitivité. Parfait, surtout que vous le dites, quand on choisit son modèle, on s'y sent bien. Zoomons à présent sur les stations, les outils de recherche mis à disposition, déployés par les chambres, sur même des sujets de rupture, dites-vous, lesquels, parce que là, il y a une vraie valeur ajoutée, et ça peut être un élément de séduction, donc vis-à-vis de tout repreneur, jeune, moins jeune, puisqu'on l'évoquera sans aucun tabou avec votre voisine. Je voudrais quand même dire, lors de notre échange, j'ai oublié quelques petites choses. Dans cette salle, il y a plein de partenaires. Quelle région de Bretagne, quelle autre région que la Bretagne a autant de conseillers agricoles dans nos banques, dans nos assurances, et avec, je dirais même les services de l'État, ont une connaissance de l'agriculture peut-être plus importante que dans d'autres régions. On a vraiment en capacité d'accompagner les jeunes agriculteurs aujourd'hui comme on n'a pas dans d'autres régions. Et autres, j'ai envie de dire, pour connaître les chambres, souvent on se pose la question, que font les chambres? Mais aujourd'hui, moi je vois pour travailler avec certains des chambres, avec la majorité, ils sont investis de mission. Ils ont une mission, c'est d'accompagner les éleveurs et de les emmener au niveau d'avoir un revenu beaucoup plus important. Et je trouve que là, et puis le dernier élément que je voudrais sur le fait, c'est merci André, merci les autres présidents, je suis le président de la CS Prod, et on a acté d'investir pour les jeunes dans nos stations d'expérimentation, dans toutes nos stations pratiquement. Et ça va donner un gage pour accompagner nos jeunes demain vers une structure beaucoup plus importante. Merci de ce témoignage, Didier Lucas. Merci pour lui. Alors Hélène, Laurie, qu'il ne s'agissait pas bien sûr d'être grossier à votre égard, mais c'est vrai que j'ai tout de suite posé la question lorsqu'on a échangé, vous qui avez créé il y a 11 ans de cela, cet élevage poule pondeuse plein air avec une associée, une autre femme. Je vous ai dit, mais pourquoi on parle toujours de jeunes agriculteurs ou agricultrices? Est-ce qu'on ne peut pas se réinventer à un autre âge? Et vous m'avez dit, ben oui, effectivement, moi c'était plutôt ça. Vous êtes ingénieur en agriculture de base. Alors, avec vous, autre message, mais bien sûr qu'il faut se lancer et il faut en finir avec les clichés. Que c'est un boulot, je vous cite, trop physique, chronophage, que c'est la misère. Parce que bien évidemment, tout ce qu'on entend est vrai, m'a-t-on dit. Mais ce n'est pas toujours ça pour tout le monde, heureusement. Donc en finir déjà avec ces clichés. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis femme, HCF et NIMA. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Éclairez-moi. Ben, j'ai vu ça avec Christophe. Donc c'est les sigles non issus du milieu agricole. Voilà. Donc depuis je ne sais pas combien de générations. HCF, donc hors cadre familial, forcément, et femme. Et je dirais même pas bretonne. C'est pas bon. Ah, tout de suite. Le breton que je suis s'insurge. Non, donc effectivement, après, on s'est installé un petit peu sur le tard, à l'approche de la quarantaine avec mon associé. C'est un choix qu'on ne regrette pas du tout. Parce que vous avez su construire votre outil. On a construit notre outil pour nous deux. On a construit l'outil pour pouvoir aussi travailler seul, pour pouvoir notamment se dégager du temps libre, des week-ends. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez su faire adaptation. On a dû tomber quelques clichés quand même localement. Bon, non, quand même, les deux gonzesses là. Oui, mais ça, bon. Il y aura toujours des esprits obtus, mais surtout, oui, deux femmes ensemble pour une exploitation qu'elles créent peuvent faire, donc construire un outil, des adaptations, dimensionner l'élevage, suivre des stages, donc le rôle du conseiller des chambres. Très important, tous les aspects partenarial, parce que sans, Laurent le disait bien par rapport au territoire tout à l'heure, sans partenaire aussi on n'est rien. Toute seule on n'aurait rien fait. Beau message. Sur qui avez-vous pu vous appuyer? Oui, donc après on a nos partenaires financiers, les partenaires techniques, les partenaires effectivement, les partenaires conseillers, les autres agriculteurs qui ont bien voulu nous prendre en stage. Enfin voilà, donc ça, tout c'est un important. réseau et un écosystème que vous saluez. Tout un réseau qui est important et que sans ça, effectivement, on n'en serait pas là où on en est. Mais c'est la force du collectif, comme le disait d'ailleurs André Tout à Sergent, fait. illustré ici. C'est le message que vous faites passer quand vous recevez des stagiaires de 3e qui peuvent être étonnés
Ouais, en fait, c'est de leur faire découvrir qu'on n'a pas que des facettes difficiles sur notre métier et qu'on on sait aussi se donner du temps. Alors, bien sûr, on fait des fois des corvées, hein, mais quand on a des stagiaires, déjà, on les fait avec eux et on ne les laisse pas les faire tout seuls. Et voilà, leur faire un petit peu découvrir qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait, de façon générale, ils ne sont pas forcément issus du milieu agricole. Bien sûr, puis comme ça a été pointé par des intervenants, aujourd'hui on ne voit plus une ferme à 3 km de chez soi, on ne voit plus d'ailleurs, pour certains d'ailleurs, les métiers de l'artisanat à sa porte, donc on n'a plus comme ça de valeur de représentation. Et vous aimez leur dire, mais attendez, je prends un week-end sur 2, j'ai 5 semaines de vacances, oui ça existe, ils vous font des grands yeux en soucoupe ou quoi? Alors après, voilà, notre production et le fait qu'on ait construit notre outil où on peut bosser seul sans être noyé sous le travail, fait qu'effectivement, notre week-end démarre le vendredi, finit le lundi matin. On peut prendre facilement des congés. Voilà, ça c'est parce qu'on est 2 aussi, quoi. Tout à fait. Alors je pense que mon voisin Jérémy Choquet justement va rebondir directement sur ce modèle de réussite finalement. Dans les 5 à 10 années, on l'a déjà entendu, un départ donc sur 2, ça a été évoqué d'ailleurs dans les médias, donc des affaires il va y en avoir. Je sais que Hélène Lauric, ça recoupe un point que vous allez évoquer. Aussi attention, zoom sur le cédant, il y a une articulation à trouver, le cédant et le repreneur, ou en l'occurrence vous c'était une création. Donner le plus de moyens possible, préparer des schémas d'exploitation, toujours pour séduire les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous êtes en avance par rapport à d'autres régions et qu'est-ce qui se fait déjà? Concrètement, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, effectivement, on sait qu'on va avoir un nombre de départs en retraite conséquent dans les années à venir. Donc, un nombre d'opportunités, comme le disait Didier, qui vont être exponentielles pour les jeunes en place, non en place. Et donc, on a intérêt d'aller chercher des profils variés, compétents, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est assez intéressant quand on voit l'évolution du profil qui arrive en agricole, donc des personnes de tous âges avec toute formation auparavant, des expériences par la suite, et donc tout ça va entraîner des certaines réflexions qui seront beaucoup plus importantes, parce que on a j'ose le dire, mais je pense qu'il y a davantage d'ouverture d'esprit maintenant qui peuvent permettre de se dire peut-être qu'à 40 ans, tiens, je vends ma ferme parce que ça fait déjà 15 ans que je suis installé. Et peut-être qu'à 40 ans, ça fait déjà 15 ans que je fais un travail dans un bureau. Et je vais aller mettre les pieds dans des bottes, je vais faire ce nouveau métier, je vais aller redonner du sens à mon activité professionnelle. Aujourd'hui, c'est un certain mal-être qui est dans de nombreux domaines. On a beaucoup de mal-être dans notre domaine. On a quand même la chance, en tout cas, les personnes que je côtoie sont globalement assez épanouies malgré tout dans leur travail, malgré les nombreuses contraintes qu'on a. Et donc pour ça, pour pouvoir installer beaucoup plus de jeunes, vu le nombre de départs en retraite qu'il va y avoir, en Bretagne, on a énormément d'exploitations différentes, de fermes différentes, des petites, des grandes, comme ça a été exprimé tout à l'heure. Et donc, ça intéressera des jeunes avec des profils aussi différents. Mais malgré tout, ces transmissions, ce sera très important de les préparer en amont. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. L'accompagnement aux cédants, enfin, la Chambre a aujourd'hui un panel de formation pour accompagner les cédants 10 ans avant, les cédants avec des potentiels porteurs de projets. Il y a aussi des années où le cédant et le repreneur peuvent pendant un an travailler ensemble, etc. On est capable de donner aux jeunes et aux cédants, parce qu'il ne faut surtout pas oublier le cédant, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plus de cédants qu'il y a de jeunes à arriver. Donc c'est hyper important qu'eux se rendent compte en amont de se dire, tiens, je ne sais pas quel type de jeune va reprendre ma structure, mais comment ma structure pourrait correspondre au plus grand nombre de jeunes. Et ça, c'est hyper important. Il faut garder ce lien de motivation. Faire matcher finalement les profils qui pourraient rentrer dans le propre profil du cédant finalement, qui est comme ça une mise en cohérence. Une mise en cohérence et surtout son exploitation. Il faut qu'un jeune qui arrive puisse s'imaginer et l'imaginer surtout à sa façon. Et il faut aussi que le cédant se prépare à la ferme qu'il a, peut-être la ferme issue de ses parents
ou non, Qu'elle puisse évoluer vers un qu'il avait autre évolué, modèle. et peut-être que le modèle du avec- jeune sera avec Didier complètement Lucas. différent du sien, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à les convaincre, et est-ce qu'il s'agit également de les convaincre que l'affaire reprise éventuellement, qui peut être à bout de souffle, donc il peut avoir besoin finalement de se réinventer, eh bien doit être réorientée pour être rentable? Est-ce qu'il y a de la pédagogie ou de la réassurance que les chambres, je le suppose, se doivent de faire, et comment on le fait? Et est-ce qu'on entend ça d'ailleurs des jeunes? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'être bien conseillé. Les chambres là-dessus ont ce rôle-là de pouvoir accompagner, de mettre aussi la juste valeur des fois sur les outils, parce qu'on sait tous qu'une personne a passé un certain nombre d'années dans sa ferme, elle a certaines valeurs sentimentales. Affect, valeur, rentabilité, c'est ce fameux Exactement, mais le jeune qui arrive là n'a pas tout ce passif d'amour envers cette structure, et donc du coup, lui, la seule chose qu'il doit voir, ça reste malgré tout la valeur de rentabilité, et d'autant plus si cette structure n'est pas forcément intéressante pour son projet. Et nous, notre but, c'est que ce jeune soit là demain, mais c'est pas non plus de léser le cédant. Donc c'est pour ça, c'est hyper important de les préparer. Et donc c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des conseillers qui soient en capacité d'amener à les justes réflexions aux jeunes, aux cédants, et de s'entourer tout simplement. Merci. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'il y a cette évolution de profil, de mentalité, que vos conseillers ont peut-être besoin eux-mêmes de formation, de psychologie pour tendre vers toujours cette perfection, justement, dans le matching? Mais tout le monde a en permanence besoin de formation. Il y a des formations déjà en permanence, et forcément, mais généralement, les mutations vont très très vite, et on essaye d'être au devant de ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde cette petite rétrospective ici présente, ça fait pas des années que je suis dans le milieu, mais les discussions qui étaient quand je suis arrivé sont bien différentes de celles d'aujourd'hui, et le seront bien différentes demain. Donc je pense que c'est en mouvement perpétuel. C'est en mouvement permanent. Nous, et en évolution perpétuelle. On l'est aussi, et donc tout le monde doit l'être pour faire. Très beau message. Alors Jérôme, je reviens vers vous, comme il est de coutume. Donc déjà, vous voyez, des opportunités. Réinvente ton modèle, réinvente par rapport à ce que ton prédécesseur a pu faire. Oui, il y a du loisir. Oui, il y a une qualité de vie. Jérémy vient de le dire. J'ai quand même des gens qui, sans avoir des journées toujours faciles, sont quand même épanouis. On vient peut-être pas là par hasard. Il y a peut-être des gens qui se tromperont. Mais Didier l'évoquait. Mais attention, on aura d'autres profils qui vont peut-être aussi ouvrir les yeux sur ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est de faire coïncider les deux approches. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait une aspiration au sens qui se manifestait notamment dans les jeunes générations, mais on voit également que le rapport au travail a considérablement évolué en une trentaine d'années. Et donc ça, il faut aussi l'intégrer dans le monde agricole, où, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on a historiquement, notamment ici, jamais compté ses heures. Or, aujourd'hui, l'ensemble de la société française compte ses heures. Vous avez 25% des salariés français qui sont en télétravail 2 jours ou plus par semaine. Tous ceux qui n'ont pas le droit au télétravail disent, est-ce qu'on ne pourrait pas passer à la semaine de 4 jours, etc., etc. Et donc là, et c'est très bien, on se dit, nous, agriculteurs bretons, on n'est pas si largués que ça. Maintenant, on a nos week-ends et des fois, on part en vacances. Mais sur le rapport au travail, vous êtes encore en saison 1 quand la société française est passée, elle, à autre chose. Alors, je ne juge pas sur est-ce que c'est tenable ou pas, mais il faut tenir compte de cette réalité-là. Je vous donne juste un chiffre, deux chiffres. En 1990, quand l'IFOP fait un sondage, donc c'est la France d'avant, on a 60% des Français qui disent le travail, c'est très important dans ma vie. 25%, c'est plutôt important. Donc ça faisait 85. On a refait le sondage l'année dernière, on est à 21% de Français qui disent le travail, c'est très important dans ma vie. 55%, il est plutôt important. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé à autre chose, mais que c'est plus ce qui est central. Ouais. Alors, quand j'exprime ça à des chefs d'entreprise, des fois, ils sont un peu interrogatifs. Je leur dis, bon, on va abandonner les chiffres, on va dire les choses autrement. Aujourd'hui, pour vos collaborateurs, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. C'est comme ça que c'est pensé aujourd'hui. Voilà. C'est ça la perte de centralité du travail. Et donc, c'est comment un monde comme le vôtre, où on n'a jamais compté ses heures, peut faire face à cette évolution qui est très forte. J'étais intervenu dans un département voisin de celui-ci, dans les Côtes-d'Armor, et à la fin, un agriculteur était venu me voir et m'avait dit
c'est vrai ce que vous dites là, parce que moi, le vendredi après-midi, quand je suis sur mon tracteur, tous mes voisins, ils tondent leur pelouse. Et j'entendais qu'il y avait un peu de dépit en disant, je suis peut-être le dernier, j'allais dire un gros mot, encore trimé comme ça, et vous n'êtes pas isolé dans l'archipel français, vous êtes une des îles, mais vous regardez en permanence ce qui s'y passe. Et dans la mesure où votre île va avoir besoin de faire rentrer massivement des gens, il faut tenir compte de ce nouveau rapport au travail. Ça, c'est le premier point. Comment on peut contrebalancer ce qui n'est pas forcément un avantage, parce qu'il faut quand même faire des heures dans l'agriculture. On voit, nous, également dans nos sondages, comment l'aspiration à devenir chef d'entreprise ou indépendant, pas forcément le grand chef d'entreprise, indépendant, progresse significativement, avec le Graal qui était celui du CDI dans la grande entreprise, qui aujourd'hui ne fait pas forcément autant rêver qu'avant. Et donc on se dit, certes, si vous venez chez nous, on ne va pas se raconter d'histoire, il y a quand même des heures à faire, mais c'est vous qui le décidez. C'est vous qui les déciderez, et c'est vous qui définirez le modèle ou l'activité agricole que vous voulez réaliser et occuper. Et donc ça présente un certain nombre d'avantages pour surfer, encore une fois, sur cette aspiration à l'autonomie et à la volonté de se réaliser, que beaucoup de Français aujourd'hui manifestent. Alors attention, là aussi, aux images parfois un peu chimériques, parce que si je suis mon propre patron, je ne mets pas le réveil, je me lève quand je voudrais bien, etc., etc. Et vous savez bien que ça s'arrête vite fait. Mais néanmoins, nous, dans les enquêtes, on voit sur 20 ans l'aspiration à devenir auto-entrepreneur ou indépendant ou autre monte très fortement. Et donc, ça peut être aussi là une corde à jouer pour l'agriculture bretonne. Eh bien, conclusion avec vous, Didier, alors. Je voulais dire à M. Fourquet, effectivement, quand je vais à la Chambre ou quand je vais dans d'autres structures, je dis, il n'est pas là, il est en télétravail. Et je me dis, mais en fin de compte, ils sont contents d'être en télétravail. Je dis, le directeur, il a accordé qu'un jour de télétravail. Et je dis, mais en agriculture, nous, on est tous les jours en télétravail. On est chez nous. Applaudissements, c'est une formidable conclusion. Et je voulais juste rajouter un truc qui, pour moi, est essentiel. Je vois Jérémy qui est là, et je me dis, en tant qu'agriculteur, ou les jeunes qui vont s'installer, engagez-vous, rentrez dans les jeunes agriculteurs, et puis vous choisirez aussi de votre métier demain. Parfait. Alors, un dernier mot par Jérémy. Et juste pour finir, on a peut-être un peu de retard sur toutes ces choses-là. La semaine de 4 jours, on ne pourra sûrement pas la faire. Mais on a aussi un petit peu d'avance, peut-être une saison d'avance. Moi, je tombe plus la pelouse, on est jeune, j'ai réussi à remettre un robot pour la tonde. Voilà.